que vaut Álvaro Carrá, la nouvelle recrue du Real Madrid. Salut à tous, c'est TMF, et aujourd'hui on va se pencher en détail sur ce joueur qui vient tout juste de débarquer au Real. On va parler de ses qualités, de ses limites, et surtout de ce qu'il peut vraiment apporter à l'équipe de Xavi Alonso. Il ne faut pas oublier qu'on parle ici d'un transfert important, tant sur le plan financier que sportif. Ça mérite donc qu'on prenne le temps de bien analyser tout ça. Je préfère être totalement transparent avec vous. Mon avis sur Álvaro Carrá s'appuie sur un travail de scouting spécifique. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement suivi ses matchs au fil de la saison, comme un supporter du Benfica aurait pu le faire. J'ai revu ses performances de manière ciblée, en isolant des séquences précises, en étudiant ses comportements ballon au pied, ses choix défensifs, son apport dans le jeu. Ça a ses avantages. On ne passe à côté d'aucune tendance marquante, d'aucune qualité ou défaut récurrent. Mais ça a aussi ses limites. On est parfois un peu moins sensible à l'impact collectif du joueur dans la durée. Voilà, vous êtes prévenus. Vous n'avez pas ici l'avis d'un fan de Benfica qui le suit chaque semaine, mais celui de quelqu'un qui se penche en détail sur ce qu'il peut vraiment offrir sportivement au Real Madrid. Bien sûr, on parlera aussi du contexte madrilène. Parce qu'évaluer un joueur, ça n'a de sens que si on le fait en fonction du club où il arrive, des attentes qui vont peser sur lui, et du projet dans lequel il s'inscrit. Alors installez-vous confortablement. C'est parti pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Note musicale, musique, note musicale. Álvaro Carrá a donc signé un contrat jusqu'en 2031 avec le Real Madrid. C'est un bail long, très long, qu'on n'aurait sans doute pas vu en France dans ces proportions. Le transfert s'est conclu pour 50 millions d'euros en provenance du Benfica. Carrá, c'est un arrière-gauche de 22 ans, et c'est un joli coup financier pour Benfica. Il l'avait acheté 6 millions d'euros seulement l'été dernier. On peut donc parler d'une plus-value express et spectaculaire. Un petit clin d'œil aussi à Manchester United, où il avait brièvement été prêté en fin de formation, même s'il n'y a jamais disputé le moindre match officiel. Quand on voit qu'il est parti pour 6 millions d'euros et qu'il repart à 50 millions un an plus tard, certains doivent se dire du côté de United qu'ils n'ont pas flairé l'affaire du siècle. Ironie de l'histoire, on pourrait faire le même constat pour le Real Madrid lui-même. Carrá connaît déjà très bien la maison. Il était là entre 2017 et 2020, à l'époque de la Contra. Mais il n'avait pas été conservé à l'époque. Finalement, c'était juste un au revoir, parce qu'aujourd'hui le voilà de retour, et cette fois, c'est pour du long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que Carrá n'a jamais vraiment coupé le lien avec le Real Madrid. Il suffisait de regarder sa présentation officielle. On voit qu'il ne signe pas au Real comme on signe dans un club quelconque. On connaît ces joueurs qui ont avoir eu 15 clubs de cœur dans leur carrière, mais chez Carrá, l'attachement à Madrid paraît sincère, authentique. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser. Index ouvert pointant vers la droite blanc, 50 millions d'euros, est-ce que ça les vaut? Est-ce que Carrá est vraiment le latéral gauche qui va peser sous Xavi Alonso? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans la suite. Si tu veux, je peux te rédiger toute la suite dans le même ton. Ses qualités techniques, son profil, ses défauts et son adaptation possible au Real. Tu me dis, ce gros montant était-il vraiment nécessaire? C'est là qu'il faut se poser la question des besoins réels du Real Madrid au poste de latéral gauche. Parce que, sur le papier, si on regarde simplement l'effectif, tu pourrais penser qu'il y a déjà du monde. Entre Fran Garcia, Ferland Mendy, David Alaba et même Camavinga, la liste est fournie, sans même compter Álvaro Carrá. Mais quand tu creuses un peu, tu te rends vite compte que la réalité est bien différente. Déjà, aligner régulièrement Alaba ou Camavinga comme latéral gauche, ce n'est pas vraiment une solution durable. Alaba, c'est un défenseur central avant tout. Camavinga, c'est un milieu de terrain, et tu as plutôt envie qu'il joue là où il est le plus précieux. Sans parler du fait que Camavinga est souvent blessé. Cette saison, il a raté 35 matchs. Et Alaba, à 33 ans, inutile de faire le décompte, mais ses absences sont devenues récurrentes. Sa place préférentielle aujourd'hui, ce n'est même plus sur le terrain, c'est presque à l'infirmerie. Il te reste donc deux vrais spécialistes du poste, Ferland Mendy et Fran Garcia. Ferland Mendy, c'est un joueur que j'estime pour ses qualités, mais lui aussi traîne ce problème chronique de blessure. Il a manqué 23 matchs cette saison. Sous Ancelotti, il bénéficiait encore d'un vrai soutien. Mais Ancelotti est parti. Avec Xavi Alonso, ça semble beaucoup plus incertain. Et vu l'arrivée d'un nouveau concurrent direct à son poste, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on lui ouvre la porte d'un départ cet été. Fran Garcia, lui, on l'a beaucoup vu lors de la Coupe du Monde des clubs, mais aussi avant. On a souvent l'impression que c'est un jeune issu de la formation du Real alors qu'il a déjà 25 ans. Si aujourd'hui,
Il semble avoir la confiance de Xavi Alonso. C'est peut-être plus par défaut qu'autre chose. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais soyons honnêtes, on est très loin d'avoir ici un latéral du calibre d'un Trent Alexander-Arnold, par exemple. Le constat est simple. Sur le papier, tu as 4 options. En réalité, tu en as 2 que tu préfères ne pas utiliser à ce poste. Et sur les 2 autres, l'un est fragile et l'autre n'est pas vraiment ta garantie au niveau. Ça fait un latéral et demi, tout au plus, bien trop léger pour un club qui joue tous les titres chaque saison. Et puis au-delà du besoin quantitatif, il y a le besoin qualitatif. Le Real Madrid doit avoir des top joueurs à chaque poste. Mendy ne convainc plus vraiment. Fran Garcia n'est pas une star, donc la nécessité de recruter était bien réelle. Et c'est là qu'arrive Alvaro Cara, un joueur sans immense expérience, mais en pleine explosion. Première précision importante. Cara n'a pas une grande expérience au plus haut niveau. Oui, il est passé par le Real Madrid dans sa jeunesse. Oui, il a brièvement été chez Manchester United en fin de formation. Mais en termes de parcours pro, c'est encore relativement modeste. Il a surtout véritablement lancé sa carrière en Championship du côté de Stoke City. Puis, il a enchaîné une petite saison à Grenade avant de rejoindre le Benfica, d'abord en prêt, puis en transfert définitif. Et c'est surtout cette dernière saison au Benfica qui a été sa vraie saison pleine. C'est là qu'il a enfin accumulé du volume, du rythme, de la constance. Sur cet exercice 2024 à 2025, il a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues. En termes de temps de jeu, c'est colossal, 4520 minutes jouées. C'est un rythme de titulaire au Real Madrid et ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on va lui demander. Quelques stats offensives à retenir. 4 buts, 5 passes décisives, mais surtout un nombre hallucinant de cartons jaunes. On y reviendra. À noter tout de même, il n'a jamais été exclu pour un double jaune. Un latéral moderne, très offensif et très axial. Concernant son profil, Cara est un latéral qui aime attaquer. Vous le verrez vite, il touche le ballon très haut sur le terrain. Il a même cette tendance à se réaxer assez souvent pour un latéral gauche. Pourquoi? Parce qu'il est très impliqué dans la construction du jeu. Un latéral qui pèse par son jeu de passe. Si on rentre dans le détail de son profil, il y a un aspect qui ressort très vite quand on regarde Alvaro Cara jouer. Sa qualité de passe. C'est un joueur qu'on cherche, qu'on sollicite dans la construction. En championnat portugais, il touchait en moyenne 77 ballons par match, ce qui montre bien qu'il est intégré dans les circuits de relance et de progression de son équipe. Et c'est là son atout principal. Cara est un joueur très fiable techniquement. Mais au-delà de simplement réussir ses passes, c'est surtout un joueur qui sait trouver des solutions. Par du jeu court, par du jeu long, il a cette capacité à prendre des initiatives, à chercher des passes progressives, souvent assez audacieuses. Quand son équipe est en difficulté pour progresser, c'est un des joueurs qu'on cherche à trouver pour faire avancer le bloc. Malgré son jeune âge, il a déjà les épaules pour prendre ce genre de responsabilité. Un latéral offensif mais qui reste sobre. Sur le plan offensif, ce n'est pas un joueur qui repique systématiquement dans l'axe. Ce n'est pas un joueur qui va énormément tenter sa chance. Oui, il a quelques stats parce qu'il a une frappe correcte pour son poste, mais son arme principale dans les derniers mètres, ce sont ses centres. Et c'est assez logique. Un joueur qui a un bon jeu long, un bon jeu de passe va souvent être capable de bien centrer. Il sait varier, il est capable d'adresser des centres tendus, pas uniquement des ballons aériens pour des têtes. Et avec un joueur comme Kylian Mbappé qui va attaquer les espaces, ça peut clairement donner des situations intéressantes. Un gros volume de jeu, un profil moderne. Cara, c'est aussi un latéral moderne dans le sens où il a un énorme volume de jeu. À 22 ans, il a un vrai coffre physique. Il est capable de répéter les efforts, que ce soit pour faire des appels en profondeur, proposer des solutions offensives ou revenir défendre. Il a une bonne pointe de vitesse, il est plutôt grand, plutôt athlétique. Physiquement, il a encore une marge de progression pour gagner en densité dans les duels, mais déjà aujourd'hui, c'est un joueur capable d'assumer ce rôle de latéral qui dépasse sa fonction et qui peut proposer beaucoup dans le jeu. Et défensivement, parce qu'on peut parler de latéral moderne autant qu'on veut, au Real Madrid, il faudra aussi défendre. Commençons par le positif. Je trouve qu'il a une bonne lecture du jeu. Avec son volume de course, il lit bien les lignes de passe, il anticipe, ce qui lui permet de réaliser un bon nombre d'interceptions intéressantes. Mais après, soyons honnêtes, ce n'est pas un latéral défensif de très haut niveau. Parfois, tu aimerais qu'il salisse un peu plus le short, qu'il soit plus rugueux, plus dur dans l'impact. Ce n'est pas une obligation pour être bon défensivement. Il y a des latéraux qui défendent très bien sans tacler, mais dans certaines situations,
Tu sens qu'il n'a pas encore ce réflexe. Autre souci, des sautes de concentration. Il peut très bien réussir une interception brillante et, l'action suivante, oublier totalement le déplacement de son vis-à-vis. Ça peut aussi se traduire dans ses interventions. Parfois, tu sens que son focus défensif se déconnecte. Ce sont des erreurs de jeunesse, clairement. Mais au Real Madrid, le niveau d'exigence est tel qu'il va falloir corriger ça très vite. Même constat dans les derniers mètres offensifs. Je te disais qu'il a un bon centre quand il est lucide, mais parfois, tu sens que dans ces zones-là, il manque encore de sang-froid, de lucidité dans le dernier geste. Tous les automatismes ne sont pas encore là. Défensivement, c'est un peu la même chose. C'est aussi pour ça qu'il prend pas mal de cartons. C'est aussi pour ça qu'il peut parfois coûter des situations et qu'il peut te faire un peu rager sur certaines actions. Ce n'est évidemment pas rédhibitoire. On parle d'un jeune joueur de 22 ans qui a encore une belle marge de progression dans ce domaine. Mais si je devais apporter une nuance à toutes les qualités que j'ai pu vous présenter, c'est sans doute là-dessus. Ce n'est pas un joueur infaillible dans la constance défensive. Pas par manque de qualité absolue, mais parce qu'il doit encore progresser mentalement, apprendre à mieux gérer ses efforts, ses courses, sa concentration. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça peut vraiment fonctionner au Real Madrid? Honnêtement, on parle d'un joueur qui a un gros potentiel et de très belles qualités. Mais ça va forcément poser la question de l'équilibre collectif. C'est un profil polyvalent. Il peut jouer piston si tu évolues à 3 centraux ou latéral si tu joues à 4 derrière. Mais avec ces petites sautes de concentration, et sachant que de l'autre côté tu as Trent Alexander-Arnold, qui n'est pas non plus connu pour être le plus solide défensivement. Je me dis que si, en plus, tu as pas mal de joueurs à vocation offensive dans ton 11, ça peut faire un peu léger sur le plan défensif. C'est vraiment l'interrogation que j'ai. Dans quel système va-t-il être intégré? Et comment Xavi Alonso va gérer les compensations autour de lui? Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi le genre de joueur qui peut énormément progresser sous Xavi Alonso. À Leverkusen, on a vu qu'Alonso n'a pas travaillé qu'avec des joueurs expérimentés. Il a aussi permis à beaucoup de jeunes de progresser à ses côtés. Ça peut être le bon profil, au bon moment. En plus, c'est un joueur qui parle bien football, qui comprend bien ce que veut mettre en place Xavi Alonso au Real Madrid. Par ses qualités dans le jeu de passe, par sa qualité de centre, par son volume de jeu, il offre déjà, malgré son jeune âge, des choses très intéressantes pour apporter une vraie plus-value à ce poste au Real. Évidemment, 50 millions, c'est un prix important. Sur Transfermarkt, il est évalué autour de 35 millions si je ne dis pas de bêtises. Mais les latéraux gauches de ce profil-là, il n'y en a pas des dizaines sur le marché. Comme je vous le disais ce matin dans le journal, le marché des numéros 9 est très complexe, mais pour les latéraux gauches, c'est un peu la même chose. Trouver un joueur capable d'être titulaire ou au moins une vraie doublure au Real Madrid, ça ne court pas les rues et ça coûte cher. Là, on a affaire à un joueur qui aime le Real Madrid, qui est même, on peut le dire, supporter du Real. Il est espagnol, il connaît déjà la maison. Ça coche quand même pas mal de cases pour réussir son intégration. Au final, je trouve que c'est un transfert plutôt cohérent et intéressant. Je suis très curieux de voir ce que Xavi Alonso va réussir à mettre en place avec lui. Xavi Alonso, tactiquement, au cœur de ce Real Madrid. Franchement, c'est une des questions qui m'obsède depuis que je le vois évoluer avec cette équipe, notamment pendant cette Coupe du Monde des clubs. Et je vous le dis honnêtement, ça m'obsède encore plus quand je pense à la manière dont il va devoir intégrer cette nouvelle recrue dans son système. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur le papier, c'est un transfert intéressant, c'est sûr. Mais ça peut aussi bien devenir un super coup qu'une petite déception. Et ça dépendra beaucoup de l'évolution collective de cette équipe. Faut pas non plus tout faire reposer sur ce jeune joueur. Il sera aussi très dépendant du contexte autour de lui. Bref, on suivra ça ensemble comme d'habitude. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut, musique. Si tu veux, je peux te proposer une version encore plus rythmée, plus spontanée, avec des petites ruptures de ton pour accentuer l'effet face caméra. Tu veux que j'essaie?